Monsieur Tabutin, si vous voulez bien commencer. Merci. Bien, chers collègues, chers amis, merci tout d'abord de l'invitation de mon collègue Bruno Schumacher, mais je voudrais bien excuser son absence involontaire. On en a été très honorés, mais il s'agissait bien il s'agit d'une sorte de défi, comme les démographes les aiment parfois. 12 minutes, m'avait-on prévenu, pour 70 ans au minimum d'histoire de la discipline. C'est pas beaucoup. Mais alors, il y avait pire, on nous avait recommandé d'être le plus drôle possible. Alors là, impossible n'est pas français ni inédien, mais là, c'était un peu beaucoup demandé. Mais enfin, comme on a eu ce diaporama, là, cette vidéo que je ne connaissais pas, on a bien rigolé, c'est très bien. 1945, petite précision de date, le mercredi 24 octobre, effectivement, sauf erreur de ma part, mais ça a été rappelé tout à l'heure, création de l'INED. Mais le même jour, c'est également celui de l'Organisation des Nations Unies. Excusez du peu. Alors, partant de là, 1945, la démographie, la science démographique, la science de la population, alors là, je ne vais pas entrer dans les problèmes de terminologie, reste la plus jeune des sciences sociales, mais elle a désormais une histoire, ou plutôt des histoires. Car comme le colloque des 50 ans de l'INED, et dont l'ouvrage, on le voit très clairement, l'avait bien mis en évidence, en comparant l'histoire dans 7 pays, cette discipline, la démographie, va s'étendre selon des voies et des modèles d'organisation extrêmement variés et sur lesquels, évidemment, je ne peux pas ici revenir ou m'étendre. J'aimerais me brancher simplement sur les 20 à 25 dernières années, avec quelques mots sur l'évolution de la recherche et de la production scientifique en général, pas seulement l'INED, on en a déjà beaucoup entendu parler, plutôt l'Europe, le monde des pays du Nord, on va les appeler comme ça. Quelques mots sur les méthodes, les acteurs que sont les démographes. Alors dans tout cela, il y a des points acquis et qui font consensus, quasiment consensuel. Il y a des tendances sans doute irréversibles, mais il y a aussi, nous semble-t-il, des incertitudes, des défis à relever pour une meilleure reconnaissance. Certains vont même jusqu'à dire pour la survie de notre petite discipline. C'est une petite discipline, parfois isolée ou le plus souvent isolée au niveau international des autres sciences sociales, une discipline à la fois admirée mais aussi redoutée de nos collègues, assiégée, menacée de l'extérieur même, dit-on parfois. Bref, la démographie, et ça c'est pas un scoop, n'est plus dans le monde un long fleuve tranquille. Quelques réflexions qui seront plutôt générales, c'est-à-dire pas centrées uniquement sur la France et l'INED, qui ont des histoires et des situations, on l'a vu toutes, quand même relativement particulières dans le monde. Elles ne seront ni complètes, ni exemptes, évidemment, d'une certaine subjectivité. Sont celles aussi de 2 chercheurs et enseignants rattachés à une petite structure universitaire et qui sont de 2 générations assez différentes, mais là, vous n'aurez pas les âges. Alors, quoi de neuf ou de nouveau, si je puis dire, en matière de recherche ces 2 dernières décennies? Plusieurs acquis récents, là aussi, ça pourrait être bien nouveau tout ça, bien neuf, enfin pour nous. Le premier point, c'est l'élargissement des champs d'intérêt et d'intervention des démographes. Alors ça, c'est fait un peu partout dans le monde, si je puis dire, dans le monde du Sud, dans le monde du Nord, mais également dans le monde du Sud. Alors, sous la pression des faits, évidemment, et des changements sociaux et culturels survenus dans les sociétés, aussi de la demande sociale et politique, qu'elle soit nationale ou internationale, et l'international a du poids dans l'affaire, parfois aussi, mais peut-être moins, ou beaucoup moins, même en France et à l'INED qu'ailleurs, des besoins de financement des institutions mises en place, qui ont été mises en place très souvent dans les universités, des institutions ou des centres petits, fragiles dans la plupart des cas, sur les plans statutaires et financiers. Alors la démographie, les démographes qui sont d'origine disciplinaire de plus en plus diversifiés, se sont peu à peu ouverts, pénétrant dans des champs qui étaient plus ou moins ou quasi réservés à des disciplines voisines. Ça s'est fait même pour certains un peu trop lentement, mais les choses sont là. Autrement dit, on est bien au-delà aujourd'hui des approches qu'on peut qualifier de purement démographiques, des seuls éléments de la dynamique des populations. Et c'est bien le parcours de l'INED. Et ce parcours, on le retrouve dans la dénomination même des unités actuelles de recherche. Les noms ont vraiment évolué. Sexualité, genre, société, intergénérationnelle, santé, minorité, identité, tous ces noms, cette terminologie est là dans la dénomination des unités. C'est clairement là. Et l'INED est bien aujourd'hui une institution interdisciplinaire, pluridisciplinaire,
j'ose pas dire transdisciplinaire, là encore c'est des problèmes de mots. En tout cas, Alfred Sauvy doit être bien heureux de tout cela. Diversification donc des thématiques, élargissement de ses questionnements à l'INED et des qualifications de son personnel de recherche. D'ailleurs, je me demande si on ne pourrait pas passer de l'INED, mais ça aussi c'est idiot ce que je vais dire, de l'INED à l'INEP, Institut national d'études de ou des populations. C'est un peu plus large que démographie. Une ouverture nécessaire et incontournable pour les uns, c'est l'opinion majoritaire des démographes ou spécialistes des questions de population, d'après les 2 grandes enquêtes internationales qui ont été menées par Internet en 2000 et 2009. Mais pour d'autres, elle suscite au bout aussi cette ouverture beaucoup de craintes et de réticences, autres collègues, autres équipes qui en appellent à ne pas se disperser en restant sur les fondamentaux, c'est-à-dire le système démographique pur ou le pur système démographique. Alors c'est vrai, il est vrai que cette ouverture tout vent, et ce sera le deuxième point, peut conduire à une certaine dilution de l'image et à un morcellement accéléré de la démographie. Alors ce problème, depuis longtemps dénoncé par Edgar Morin pour l'ensemble des sciences, n'est pas nouveau, ni propre à notre discipline, il n'y a qu'à aller voir un petit peu ce qui se passe en sociologie. On est peu à peu passé, effectivement, à des sous-démographies, entre guillemets, à un découpage en champs ou problématiques plus ou moins ciblées, et peu à peu, évidemment, conséquence, à une spécialisation accrue des chercheurs. Alors ce morcellement était peut-être nécessaire, ou il est peut-être même, ou sans doute, inhérent au progrès de la connaissance scientifique, ce qui est bien un des objets de notre discipline, mais elle conduit également, ou elle peut conduire à une fragmentation du savoir, elle favorise l'approche analytique plutôt que systémique, et peut négliger la complexité des comportements individuels ou collectifs ou de leur interaction. Mais des progrès sont là, récemment, ces deux décennies dernières, avec l'émergence de nouveaux paradigmes, l'émergence et la confirmation de nouveaux paradigmes en approche analytique. Alors là, pour faire court, et plus ou moins chronologiquement, passage du macro au micro, désormais dominant, micro désormais dominant, mais peut-être trop dominant, ça ce serait discuté, de l'analyse démographique classique, historiquement transversale, puis longitudinale, et souvenez-vous des querelles en France même à ce propos, à l'approche biographique dans les années 90, et puis dans la foulée, ou plus ou moins parallèlement, aux analyses multiniveaux. Que de changements importants en une vingtaine d'années, finalement, tant dans les techniques d'analyse que dans les systèmes d'information. Je dois vous dire que les anciens, j'en fais partie, ont parfois bien du mal à suivre. Certes, on progresse dans la compréhension et l'explication des comportements, mais rien ne nous semble définitivement acquis. L'image de la démographie, et on le voit dans les enquêtes menées, est bien toujours celle d'une science très solide, incontournable, c'est sans doute la reine des sciences sociales en matière de collecte et de mesure, et là, il n'y a pas de discussion. Mais elle nous semble encore fragile et hésitante en matière d'explication, de causalité. On en est toujours davantage dans le... Question judicieuse indispensable, hein. On en est toujours davantage dans le combien, quand, où et comment que dans le pourquoi. Tout ça entre guillemets. Le changement récent de perspective est en tout cas considérable et il en est de même des outils et des méthodes. Alors, on a longtemps parlé de la boîte à outils du démographe. Alors, c'est plus d'une boîte dont dispose le démographe, mais c'est d'une grosse caisse à outils. Outils de plus en plus divers et complexes à manier pour le commun des mortels. Alors là, c'est du Bruno Schumacher qui suit, donc accrochez-vous. Mais ça va être très court, je vais demander. Alors, à la machine ancienne à réduire les événements s'ajoute la machine à simuler les événements. Standardisation et décomposition sont complétées par régression. Là, ça c'est moi qui ajoute ça, là on est dans l'incontournable. Qui de nos jours ne régresse pas? Qui oserait même dire qu'il ne régresse pas? Le démographe cherche l'hétérogénéité non observée. Il quitte excusez le vocabulaire, quitte le déterminisme pour le probabiliste, fait du multisite, du transnational, du qualitatif, là c'est moi, enfin un peu, trop peu. Il mixe ou essaie de mixer, approche directe et indirecte, micro et macro. Il utilise quand même toujours son arsenal ancien et classique et très utile quand besoin est, que sont les populations stables, quasi stables, table type, typologie, etc.
En fait, ils disposent aujourd'hui d'une panoplie d'outils sans précédent, outils de plus en plus pointus, et ce n'est certainement pas fini. Alors des outils qui par ailleurs ne sont pas souvent des plus ludiques. Alors les enseignants, les étudiants dans cette salle vous le confirmeront, seront d'accord avec moi, mais comme l'on dit, il faut faire avec. Alors que de changements rapides et partout en matière d'organisation et de financement de la recherche. Alors pour faire simple là encore et en restant plutôt sur l'Europe, l'Amérique du Nord si vous voulez, une emprise croissante et récente, certains parleront de dépendance des gros programmes de recherche sur appel d'offres nationaux type ANR, ce n'est qu'un exemple en France, ou internationaux type Commission européenne. Alors je vais couper un peu parce que le temps passe. Ils sont incontournables, ils présentent des intérêts et des avantages certains, la durabilité, financement, d'emploi, financement interdisciplinaire, nombreuses collaborations internationales, c'est un point important, mais ils ne sont pas non plus sans quelques limites ou inconvénients. Moins de liberté scientifique, moins de marge de manœuvre, un peu plus de standardisation, plus de contraintes de gestion. Les candidats sont nombreux, les heureux élus beaucoup moins. Deuxième point, qui nous semble un changement fondamental, il n'est pas brutal, mais enfin petit à petit quand même, un travail de plus en plus collectif sur projet, je viens d'en parler un peu, ou en réseau. Le chercheur qui travaille seul, j'allais le mettre à l'imparfait, qui travaille en solo, qui cherche, qui trouve parfois et publie seul, devient un animal de plus en plus rare. Je propose même d'ailleurs que sous peu, on leur attribue un prix. Le phénomène n'est pas propre à la démographie, mais l'évolution y est plus fulgurante que dans les autres sciences sociales. Un bête indicateur qui vaut ce qu'il vaut, l'évolution du nombre d'auteurs par article publiés dans la revue Population, cette célèbre revue de l'INED. Jusqu'en 1995, il y a donc 20 ans, un article sur 4 ou 5 seulement était en co-signature. En 2000-2005, 5-10 ans plus tard, on en est déjà à 1 sur 2. En 2010-2015, je vous laisse le chiffre, devinez le chiffre, on en est à plus de 8 sur 10, dont les 3/4 à 3 signatures et plus. Eh bien là, dans ce domaine, on s'approche rapidement de ce qui se passe dans les sciences exactes ou de la santé. Alors, c'est sans doute le reflet de la nature récente des recherches, dont on vient de parler, interdisciplinaires, menées en équipe, en réseaux internationaux, etc. Mais c'est aussi peut-être le résultat de la course à la publication pour ces fameuses évaluations individuelles ou collectives, ces facteurs d'impact, comme on dit. Alors, sur ce point, calmons le jeu si on peut encore. Personne ne s'en portera plus mal. Autre changement, dernier changement en la matière, une accélération, une exigence sans précédent du travail de recherche. Avec bien sûr les progrès sans précédent de l'informatique, ça va de plus en plus vite, avec également la diversification des supports de production scientifique. Je pense à tout ce qui est publication en ligne, revues, ouvrages, etc. Mais également avec la multiplication des tâches que l'on attend d'un chercheur, parfois dès le départ et sans être dans un statut définitif. Une pression souvent forte chez les jeunes. Alors, comme on dit dans le domaine sportif, il faut que le mental suive. Alors, et les acteurs dans tout cela, démographes ou experts des questions de population, j'ai élargi la terminologie. De plus en plus nombreux dans le monde, ils sont dans des statuts variés, extrêmement variés, dans des entités de taille diversifiée, mais souvent petites, nous l'avons dit. Par petite, j'entends pas l'INED, c'est plus petit que ça. Dans des fonctions diverses, de la recherche appliquée à la recherche fondamentale, à l'enseignement. Rien à voir, en tout cas, en termes numériques, avec nos disciplines voisines, l'économie, la sociologie ou la psychologie. Nous l'avons dit, même si elle s'est ouverte, la démographie, la science démographique reste une petite discipline, un domaine relativement étroit et de plus souvent mal connu. Ça n'a pas l'air d'être le cas en France, tant mieux. D'ailleurs, le nombre d'étudiants en démographie en études de population demeure faible un peu partout. On peut toujours trouver une exception. Son passage en Europe du 3e cycle, c'était les ex-DEA ou DES, au 2e cycle, les masters, dont on attendait un peu plus en général dans les pays européens, n'a guère changé la donne. Un manque d'attrait ou de visibilité, une méconnaissance ou crainte des débouchés, peur, peut-être surtout, aussi en tout cas, de la quantification. En fait, l'étudiant du secondaire ou du 1er cycle aime relativement bien la démographie, l'apprécie, mais elle n'est pas trop technique, non. Mais de là à s'y engager totalement, il y a un pas. En revanche, on a des formations de plus en plus poussées et longues, une croissance forte et récente des doctorats et post-doctorats,
une mobilité accrue au niveau international. De tout cela, on ne peut que se réjouir. Mais il reste le problème crucial du recrutement de ces compétences que nous formons en démographie, en sciences de la population, dans une période de vache plutôt maigre pour la recherche dans la plupart des pays d'Europe. Et quand je dis maigre, c'est gentil. Un mot aussi sur les structures de score professionnel. Alors, je me suis posé la question, est-ce que la démographie se rajeunit ou pas? C'est une question idiote, à mon avis, mais bon, peu importe. J'en sais rien, je ne peux pas y répondre. Je ne peux pas, comme ça, en tout cas. Je sais que c'est autour de 48-49 ans à l'INED, chez nous, à l'Union, enfin, etc. Et où est-ce que la démographie est une discipline plus... Enfin, le corps des démographes est plus jeune que dans d'autres disciplines. Ça, je ne peux pas y répondre. En revanche, une chose qui se confirme, elle se féminise un peu partout. Et là, assez rapidement, la tendance est nette dans les jeunes générations. Alors, il fait des petits calculs. Bientôt, il n'y a plus besoin de combat pour la parité. Donc ça va être dans l'autre sens. Par exemple, rien qu'à l'INED, les femmes représentent les 2/3 du personnel, mais aussi plus de la moitié aujourd'hui des chercheurs, et surtout les 2/3 des postdoctorants, des candidats et admissibles au concours de recrutement, CR2, qui seront les démographes en poste de demain. Dans la revue Population, la proportion d'articles avec une signature féminine passe de 23% seulement dans les années 70 à 33% dans les années 90 et elle atteint aujourd'hui 53%. Alors cette tendance-là de féminisation, vous appelez ça comme vous voulez, elle est là dans les autres grandes revues, elle est là dans la plupart des colloques et congrès. Alors, question intéressante, ce serait de savoir quels en seront à terme les impacts sur la recherche, sur ses objets, ses priorités, ses méthodes même peut-être. Peu de travaux, à ma connaissance, ont été menés sur le problème pour le moment. J'ai bien ma petite idée ou mes hypothèses, mais ça sera pour le cocktail. Alors finalement, la science démographique n'est plus dans sa prime jeunesse, elle a survécu, bien vécu, elle a connu une belle croissance un peu partout dans le monde. C'est pas un scoop non plus, mais elle n'a plus 20 ans ni même 50. Comme toute discipline vivante, elle a évolué, elle s'est adaptée, ouverte, elle est devenue de plus en plus complexe et ambitieuse, mais elle est aussi concurrencée sur ses propres terrains par de puissants voisins. Économie, sociologie, géographie, peut-être demain psychologie et biologie. Je ne sais pas si c'est précisément le cas en France, qui est une situation un peu particulière avec une institution comme l'INED. La démographie d'aujourd'hui n'est plus celle d'hier, encore une banalité. Les démographes actuels ne sont pas ceux du passé, et là je suis bien placé pour le savoir. Mais qu'en sera-t-il demain quand l'INED, par exemple, fêtera ses 100 ans? Aura-t-on encore une démographie? Pourra-t-on encore parler de sciences démographiques? Ou ira-t-il plutôt des démographies nationales, régionales ou axées, ces fameuses sous-démographies, comme je l'ai qualifié tout à l'heure, axées sur un objet, un domaine bien ciblé? Conservera-t-elle son identité, si identité elle a encore, ou sera-t-elle une sorte de melting pot assez flou? Alors ce sont des questions, c'est vraiment pas original, ce sont des questions anciennes, qui ont même été abordées aux anniversaires passés de la maison, notamment aux 50 ans, mais ce sont des questions qui sont toujours sujettes à débat. Alors difficile de dire quoi à notre avis, impossible de trancher brutalement, comme certains le font, enfin assez peu, mais bon, ou de prévoir avec sûreté. Ça, c'est pourtant un des points forts de la démographie dont on va entendre parler tout à l'heure. Au vu des enquêtes internationales récentes par Internet dont je parlais tout à l'heure, celles de 2000 et 2009, il y a bien une certaine convergence de pensée, de vision de la discipline, au sens une discipline plutôt élargie, plutôt d'études de population, comme on dit population studies en anglais. Mais il y a encore, dans ces enquêtes, on voit apparaître une diversité d'opinions, diversité liée aux régions, aux disciplines d'origine et aux fonctions des répondants. Autrement dit, on n'en est pas encore, et on peut s'en réjouir, en tout cas je m'en réjouis, à une démographie universelle, consensuelle, formatée et standardisée. Comme pour d'autres domaines scientifiques, notre discipline est et sera ce qu'en feront ses acteurs, les démographes d'aujourd'hui bien sûr, mais les jeunes démographes qui arrivent sur le marché du travail et leurs institutions, sous la pression en particulier des nouveaux changements et enjeux de société qui ne manqueront pas de survenir en ce XXIe siècle. Parfois, j'espère que non, brutalement, enjeux dont nous n'avons encore
peu d'idées, ou même, pour certains d'entre eux, aucune idée. La démographie gardera, j'ai fini, sans aucun doute son caractère empirique, sa rigueur, ses exigences en matière de collecte et qualité des données, ce sont ses points forts, mais on peut aussi l'espérer plus politique. À quand une démographie politique, encore plus engagée dans les grands débats de société, moins timide et plus explicative? Les démographes, au sens large, ont bien des choses à dire, à proposer en France comme ailleurs. En attendant, l'oncle et belle vie à l'INED, le fleuron depuis 70 ans, j'allais dire 70, de l'école française francophone de démographie, toujours bien là, dont la réputation n'est plus à faire. Merci.